Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour assister à cette présentation qui va tourner autour de la recherche clinique et du territoire. Avec une petite erreur, le patient mérite d'avoir un P majuscule, pas de raison. Ce matin, on a assisté à différentes conférences dans lesquelles moi j'ai retenu qu'on parlait pas mal de convergence. Dominique Pont en a parlé, j'ai discuté avec le président du conseil départemental qui en a parlé aussi, sur la convergence entre le social, le médico-social et le médical. Ici, on va parler d'une autre convergence qui a été un peu abordée par la personne de l'OMS, qui concerne la recherche clinique. Donc, la règle du jeu à l'Université de la e-santé, c'est de ne pas trop parler de nous, mais je vais quand même faire une présentation de GFI pour vous expliquer qui on est, d'où est-ce qu'on vous parle. Alors, certains dans l'assistance seront des experts de la recherche clinique sur d'autres domaines. Nous sommes un intégrateur, donc une entreprise de services numériques, avec un peu plus de 18 000, maintenant 19 000 collaborateurs, et environ 1,3 milliard, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pour focaliser un peu qu'est-ce que GFI fait dans la santé, on est présent sur les instances, auprès des instances nationales, donc la ZIP, la HAS, etc., sur un certain nombre de projets, de conseils sur les infrastructures et systèmes d'information. On est aussi présent auprès des organisations régionales, donc les ARS, les GCS, enfin les grades maintenant. Et puis on est également présent auprès des producteurs de soins, avec plusieurs activités, le software, le service et le conseil. Et j'ai pointé ici le fait que dans la recherche clinique, on est à la fois éditeur et intégrateur, avec notamment un gros partenariat avec le CHU de Nantes sur le logiciel Isidore qui aide à la gestion de la recherche clinique et qui s'intègre, qui est en fait une grosse pièce du système d'information de recherche clinique. Voilà d'où on va vous parler, avec un certain nombre d'éléments d'information, de chiffres compilés. Et si vous avez des questions, soit vous les posez en séance, soit vous les posez à la fin. L'agenda, je vais passer rapidement. On a peu de temps, donc je vais peut-être aller un peu vite sur certains slides, mais vous les aurez de toute façon en disponibilité. Donc la recherche clinique, quelques concepts et quelques chiffres. Au niveau des enjeux, alors c'est bizarre, les couleurs ne passent pas du tout de la même manière. Bon, ça, c'est un grand classique. Les enjeux autour de la recherche clinique, ils sont assez connus, je les rappelle. On a d'abord des enjeux scientifiques. L'objectif, c'est de trouver des nouveaux traitements ou des nouvelles méthodes, des nouveaux axes de recherche, d'avoir une recherche plus efficace et d'obtenir des résultats plus rapides au bénéfice des patients et de la santé en général. On a des enjeux financiers qui sont assez énormes. Les fonds mairie, donc c'est les fonds qui sont distribués par le gouvernement. On parle allez, j'ai mis plusieurs milliards d'euros, on doit être environ à 2 milliards d'euros, distribués sur les promoteurs d'études, les industriels qui ont aussi des budgets très conséquents, et il y en a peut-être parmi vous dans l'assistance, et puis les fonds européens qui sont en train aussi d'abonder ces projets de recherche clinique. Donc on a des enjeux financiers, on a également des enjeux de santé et sociétaux, avec autour des programmes de recherche clinique et des risques patients qui ont un peu défrayé l'actualité. Je les ai juste mentionnés, mais je ne reviendrai pas là-dessus, avec tout un tas de questions autour de l'éthique, etc., etc. Voilà les enjeux autour de la recherche clinique. À nouveau, un rappel de quelques définitions, puisqu'on va rentrer après dans le détail des systèmes d'information au service de la recherche clinique. J'ai précisé ce que représentait la recherche clinique par opposition à la recherche fondamentale. C'est quand même des sujets un peu différents. Et qu'est-ce que c'est qu'une étude clinique? C'est une recherche sur l'homme. Je ne vais pas vous lire tous les slides. Donc, on dit essai clinique, étude clinique, etc. Donc, à chaque fois, on a vraiment des objectifs, un vocabulaire, c'est extrêmement défini. Chaque étude a sa propre documentation, etc. Dans une étude, on va voir même si les réalités sont plus complexes, 3 types d'acteurs principaux. Donc le promoteur de l'étude qui va initier l'étude en affichant son objectif, ses méthodologies, etc. Et il va impliquer un ou plusieurs centres investigateurs qui, eux, vont dérouler les études, vont inclure des patients, et donc c'est le 3e acteur du schéma, qui, eux, vont produire un certain nombre de réactions, de résultats qu'on va mesurer, etc. Donc voilà, pour l'instant, je vous fais du vocabulaire, certainement redondant pour certains par rapport à ce que vous connaissez. Donc dans les promoteurs, on distingue 2 types de promoteurs, donc les industriels et puis les institutionnels. Donc dans les institutionnels, on va trouver bien entendu les CHU,
mais aussi les CRLCC, l'INSERM, l'INCA, etc. Et il y en a d'autres. Voilà le paysage tel qu'il est planté. Alors, en volume, quelques chiffres. Que retenir de ça? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres là. Donc, j'ai essayé d'être assez simple. Donc, que retenir de ça? C'est que les CHU, en termes de, et les académiques en général, ont une forte part de la recherche. Et qu'en fait, la recherche se répartit entre études interventionnelles et études alors, il y a des chiffres qui sont à toi, Hervé. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté Hervé de Belnay, qui est directeur manager santé chez GFI et qui se permettra d'intervenir à tout moment. Donc, au niveau des chiffres, les études cliniques en France, elles sont relativement stables. Et on verra qu'il y a des facteurs d'attractivité sur le marché français. Alors, je vous ai mis plein de chiffres, vous aurez la présentation en ligne. Donc ça pourra vous aider à compléter la réflexion. Donc on a un objectif qui est mieux comprendre, évidemment, pour mieux soigner, avec quand même des typologies de recherche qui sont assez différentes. Les industriels vont travailler énormément sur les traitements et les académiques vont avoir un spectre plus varié en termes de type d'études, donc notamment des études en prévention, des études un peu plus fondamentales et des études sur les diagnostics. Donc on voit que la recherche clinique, elle est à double facette entre industriel et académique, et qu'il faut absolument les deux, si les deux collaborent bien entendu, mais il faut les deux si on va avoir une couverture assez complète des différents sujets. Les enjeux sont bien évidemment, et les philosophies sont bien évidemment pas les mêmes des deux côtés. Donc, les CHU, sur le principe, leur objectif, c'est d'avoir, enfin les CHU et la recherche, c'est d'avoir des inclusions de grande envergure, plusieurs dizaines de milliers de patients, et c'est de plus en plus les objectifs pour adresser des sujets tels que le dépistage néonatal, et des suivis de cohortes un peu vastes pour gérer la prévalence ou les incidences sur certaines pathologies. Et puis l'analyse des facteurs de risque ou des facteurs de comorbidité, etc. Un point intéressant, puisqu'on parle de la France, il y a eu des articles dans la presse qui sont parus sur le fait que la France avait une attractivité en baisse pour les recherches cliniques. Il faut nuancer quand même cette remarque, puisque la France, selon... alors il y a des sources assez variées, hein, selon l'Association française des CRO. Alors les CRO sont donc des intermédiaires, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, entre les laboratoires et les investigateurs, et qui sont chargés de piloter un certain nombre d'études. Donc on peut mentionner Biotrial, qui est un CRO qui a bossé avec le CHU de Rennes ces dernières années. Donc la France reste quand même en pole position, de par le fait de son maillage territorial, on y reviendra, et de la force académique de ses CHU. Donc je tenais à insister là-dessus. L'attractivité de la France pour la recherche clinique, donc on voit ici l'Europe, est quand même assez forte, reste assez forte, même si elle doit être travaillée. Et donc un des gros acteurs en termes de fédération, c'est le LEM. Donc on va trouver évidemment un certain nombre d'industriels dans le LEM qui est en fait publie ici un certain nombre de documents, donc les entreprises du médicament, avec certaines recommandations pour, je dirais, améliorer encore la recherche clinique française et l'attractivité, donc notamment l'inclusion des patients et la fiabilité des centres investigateurs. Donc ça, c'est l'inclusion de patients et la fiabilité des centres, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, si on zoome sur le système d'information de la recherche clinique, ce qui est plus le sujet de GFI que vraiment le métier de la recherche, puisqu'on n'est pas chercheurs, nous. Donc l'idée, je vais essayer de partir du plus terrain et de remonter petit à petit dans les couches. Ce qu'on constate, c'est que dans le système d'information de la recherche clinique, on a déjà, là on est on va dire dans un CHU, dans un établissement, chez un investigateur ou un promoteur investigateur, et on va voir un certain nombre d'étapes liées à l'étude et un certain nombre d'acteurs qui vont intervenir avec des logiciels assez différents dans l'organisation elle-même. Et en plus de ça, en fonction des études, ils vont utiliser des logiciels d'acteurs extérieurs. Donc un laboratoire va arriver avec son logiciel
son ICRF, pour ne pas le nommer, et un autre laboratoire sur une autre étude, ce sera un autre ICRF, et le centre hospitalier, quand il fait ses propres études en tant que promoteur, il a aussi son ICRF. Donc on a un paysage qui est assez morcelé, avec, bien évidemment, comme dans tout paysage informatique, de l'interop qui devient critique et qui est, à notre sens, assez peu abouti. Vous avez trouvé des parallèles exactement entre le système d'information clinique, donc des hôpitaux, et le système d'information recherche clinique. Sauf que le système d'information clinique est plus avancé, c'est-à-dire que l'interop est mieux défini, qu'on a de plus en plus des solutions intégrées et qu'a priori, il y a un petit cran d'avance. Mais bon, là, on est dans la recherche avec, j'irais, un marché relativement niche pour l'instant, même s'il a un impact fort au niveau de la santé. Une autre vue, avec un plan d'urbanisme, une vue fonctionnelle, sur lequel j'ai mentionné Isidore, hein, qui est un des produits qu'on commercialise. Et on voit que vous pouvez, chaque petit pavé, pas de couleur, mais les petits pavés ici, là, d'ailleurs, il y en a un, c'est écrit ICRF. C'est quasiment une application. Quasiment une application. Donc vous voyez que sur un nombre d'acteurs dans l'établissement relativement restreint, les DRCI, à part à la PHP, où ils sont très nombreux, c'est quand même pas des effectifs extrêmement vastes, on a un nombre de je vois que vous... Non, vous n'avez rien dit. Donc il y a peut-être d'autres établissements où c'est assez vaste. Mais il y a quand même un nombre d'applications qui est assez important. Et voilà, donc ça c'est... Alors, c'est le premier niveau de convergence. Et c'est là-dessus que nous, on travaille également, encouragé par ce type de publication qui date d'août 2018, donc ça fait un an. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais en gros, il y a un encouragement pour arriver à un système d'information qui soit plus intégré au niveau de la recherche clinique. Les députés s'en sont mêlés. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce système d'information recherche clinique dans les établissements pour augmenter les degrés d'interop et avoir de plus en plus un socle facile à gérer et de la donnée qui circule facilement. Ça, c'est le premier niveau. L'ESI recherche clinique et le patient. Alors dans le titre, j'avais mis patient, territoire et recherche clinique. Donc là aussi, il y a, bon, c'est un extrait de l'actualité. Agnès Buzyn qui rappelle les GHT qui sont avant tout au service des patients, et dans ses interviews, on parle bien de la recherche clinique et de l'association des universitaires au bénéfice du patient. Donc on a bien une volonté d'inscrire cette recherche clinique pour le bénéfice du patient lui-même. Avec une petite synthèse pour les patients, ce qui est attendu, c'est un accès plus équitable sur le... Tiens, une faute d'orthographe, c'est des traitements, désolé. Sur le territoire à des traitements innovants. Et on a, enfin je ne vous le souhaite pas, mais moi j'ai des patients dans mon entourage qui sont très sensibles à ça, parce que n'ayant pas de traitement pour ceux qui ont les pathologies qu'ils ont développées, ils attendent beaucoup de cette innovation. Et l'idée, c'est que dans le territoire, évidemment, tout le monde n'est pas forcément égal, et que plus on avancera sur l'inclusion des patients de manière un peu plus fine et un peu plus élargie à l'ensemble de la population, plus on aura une égalité de traitement, ce qui est un concept cher dans la santé. Cher à nos yeux, et non pas cher financièrement. L'idée, c'est également d'avoir une meilleure identification des patients à inclure. On va voir pour les promoteurs le maillage territorial qui va permettre d'accéder à des cohortes un peu plus vastes, mais j'y reviens par la suite. Et pour les praticiens, l'idée, c'est d'avoir des activités de recherche un peu plus étendues. Projetons-nous dans le territoire. On voit arriver de la même manière un certain nombre d'acteurs, de fédérations, d'instances qui ont une vraie volonté de travailler le territoire et de le maximiser pour la recherche clinique. Ici, c'est un extrait à nouveau d'un organe central dans la recherche, c'est le CNCR, que vous connaissez certainement. Et il est clairement établi qu'avec l'évolution du territoire, de la territorialisation hospitalière, on est quand même passé de 1000 établissements à 130 GHT, 135 GHT. Donc il y a une forte consolidation. Les SI de clinique, les SI dossiers patients, etc., sont en train de se consolider.
Et on assiste à peu près à la même chose du côté des approches en termes de recherche clinique. Et c'est encouragé par les organes de type CNCR. Alors, Hervé, tu veux être un peu développé parce qu'on a un nombre d'acteurs autour de ça, de cette territorialisation de la santé, qui est assez énorme. Donc GFI, nous, on intervient également sur les projets de coordination de soins. Donc cette fois-ci, on parle du soin, plus de la recherche clinique, dans les territoires, avec cette fois-ci en tant qu'intégrateur, où on va intégrer un certain nombre d'applications, de composants, pour aller faire de la coordination du soin sur l'ensemble du territoire. Donc ça va de la médecine de ville, de l'aide à domicile, etc., au sein des projets qui sont menés notamment par le RESA à l'heure actuelle. C'est ton schéma, si oui, j'assume mon schéma, qui est en fait plutôt celui de Madame Buzyn d'ailleurs. En fait, en recherche clinique, il y a deux grands types de recherche. Il y a les recherches interventionnelles, où en fait, globalement, on modifie le traitement habituel du patient, où on fait quelque chose de particulier. Et puis, il y a les recherches non interventionnelles, qu'on appelle aussi observationnelles, où là, globalement, on ne fait rien de particulier, mais on regarde et on analyse les données, en fait. Bon, il faut savoir que la recherche clinique est un domaine qui est très mouvant, puisqu'en fait, il y a eu la mise en application il y a 2 ans de la loi Jardé, qui a modifié fondamentalement la typologie de la recherche clinique en France, avec création de ce qu'on appelle les CPP, les commissions de protection du patient, qui ont un rôle majeur. Et le législateur avait dit qu'ils étaient tirés au sort, ce qui fait que ça a ralenti le processus. Et globalement, il y a eu un certain nombre de débats là-dessus. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu par rapport au règlement européen qui arrive, puisqu'en fait, la recherche clinique, ça concerne les médicaments, mais ça peut aussi concerner les dispositifs médicaux. Et du coup, les règles ne sont pas du tout les mêmes, suivant ce qui est attendu de la NSM au niveau européen, suivant le rôle des CPP, et ainsi de suite. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, pour la recherche interventionnelle, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à créer des cohortes. Pourquoi la France, en ce moment, est un petit peu en difficulté sur la recherche clinique, pas dans le domaine oncologie, où on est assez leader, en fait, mais est en fait en difficulté parce qu'on a du mal à constituer des cohortes, c'est-à-dire par rapport aux gros promoteurs, les promoteurs tels qu'on les a décrits, qui sont en quelque sorte les maîtres d'ouvrage de la recherche, on a du mal à faire les très grosses cohortes. Et comment faire pour pouvoir effectivement identifier des cohortes de taille suffisante pour être éligibles et qu'on devienne des centres investigateurs qui intéressent les promoteurs, notamment industriels, en fait. Pour la recherche observationnelle, c'est-à-dire non interventionnelle, où là, globalement, on récupère des données avec toute la problématique éventuellement des études en vie réelle. Là, la difficulté, c'est comment capter toutes ces données, en fait, de telle façon à avoir suffisamment de données et pertinentes. Voilà. Et pour ces deux enjeux, ce qui est en train de se passer au niveau de Ma Santé 2022 peut donner un éclairage intéressant, c'est-à-dire que le maillage territorial, ça a pour but, c'est le schéma qui est à droite, qui est issu du dossier de presse de Ma Santé 2022, qui a été présenté il y a quelques mois, en fait, a pour effet d'organiser complètement le système autour de 3 niveaux au niveau hospitalier, avec les hôpitaux de proximité, mais qui se mettent en relation en fait avec la ville, puisqu'en fait il y a création de CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, qui en fait ont pour but de fédérer en local, en fait avec une approche populationnelle, les médecins, enfin les professionnels de santé, et qui en fait en dessous il y a la notion d'équipe de soins primaires, en fait. Et en dessous, il y a les maisons de santé, les centres de santé, et puis l'exercice isolé qui maintenant n'est plus promu. Mais ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que là, on a une vision complète du système de santé. Et nous, ce que l'on voit comme intérêt, c'est que déjà au niveau des GHT dont on parlait, les SI convergents de GHT vont amener en fait à pouvoir constituer des bases patients plus importantes. Ça va permettre effectivement au niveau des études observationnelles d'avoir un intérêt important. Et puis, ce qui se passe aussi, si on arrive à chaîner tout ça, on va pouvoir suivre le parcours du patient et donc identifier au bon moment les potentialités d'intégration dans une étude clinique. Parce que pour intégrer une étude clinique, il faut souscrire à des critères d'inclusion et ne pas avoir les critères d'exclusion. Mais du coup, il faut pouvoir identifier que tel patient peut être inclus. Alors après, évidemment, il y a tout un système de recueil du consentement et tout ça, mais ça, c'est fondamental. Donc, le parcours de soins du patient peut se transformer aussi en un parcours de recherche clinique, ce qu'il faut retenir de 2 façons, c'est-à-dire pour les recherches interventionnelles, capacité de détecter au plus tôt l'inclusion d'un patient dans tel ou tel type d'études cliniques, et donc implicitement l'intérêt pour le patient
c'est qu'il accède à des traitements innovants, s'il est éligible, hein, et souvent dans des situations où il y a plus de chance, c'est la dernière possibilité éventuellement de trouver une solution. Donc ça, c'est un point majeur. Et puis capacité aussi, c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire de constituer des cohortes plus importantes, et donc en France de développer la recherche clinique. Et puis le parcours de soins, c'est aussi permettre d'avoir une vue continue des données du patient. Si en plus on arrive à chaîner ça avec le SNDS dont on parlait ce matin, enfin le SNIRAM et le PMSI, on peut arriver à faire des choses intéressantes et donc mener des études observationnelles, non interventionnelles, particulièrement intéressantes. Donc cette slide avait pour but de décrire en fait cette opportunité qui est en devenir, hein, parce que malheureusement aujourd'hui, il reste encore, comme on l'a dit ce matin, comme l'a dit Dominique Pont, il reste quand même beaucoup à faire. Voilà. Merci Hervé. Donc, beau développement sur un slide qui est assez compliqué. En synthèse, les parcours de soins et l'approche convergente dans les GHT va servir de support à une transposition de ce type d'approche au niveau de la recherche clinique. Donc ce que tu viens d'indiquer de manière assez synthétique est repris ici. Donc les cohortes, évidemment, c'est le sujet important. L'idée, c'est de passer de milliers de patients à quasiment millions. J'ai bien un facteur multiplicateur qui vaut ce qu'il vaut. D'intégrer les données de la vie réelle pour pouvoir les traiter avec ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire notamment en termes d'IA, d'algorithmie, d'identifier un certain nombre de patterns pour les études observationnelles, de retransposer le parcours patient en parcours recherche clinique, c'est-à-dire on est bien dans quelque chose de dynamique et qui va travailler dans la durée, c'est-à-dire que le patient ne va pas s'échapper à la fin de la recherche, de l'étude, et on ne sait pas ce qu'il devient. De plus en plus, on parle d'inclure les données, notamment par exemple des réseaux sociaux et des forums, pour continuer à recueillir de l'information sur ce qui se passe autour d'un traitement ou d'un médicament, et notamment les effets indésirables qui n'étaient pas forcément prévus au départ, parce qu'il y a des signaux faibles qui arrivent potentiellement sur ces réseaux sociaux. Donc là, ça fait encore beaucoup de données à brasser. Et enfin, l'idée, c'est sur le territoire, c'est de travailler et d'engager les acteurs du territoire. Donc pas forcément que les acteurs du soin, mais aussi globalement les acteurs qui vont travailler autour du digital et d'offrir aux chercheurs et aux acteurs du digital un cluster qui actuellement est beaucoup opérationnel, enfin qui est de plus en plus opérationnel côté santé et qui pourrait se décliner côté recherche clinique en tant que telle, pour favoriser l'innovation et puis accélérer les cycles vers les traitements et les dispositifs. En résumé, on a une recherche hospitalière qui est fondamentale, translationnelle ou clinique. Je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'on est un peu pris par le temps. Et puis la recherche hospitalière de territoire, avec en synthèse tout ce que ça peut apporter. Sachant que le point important, et peut-être le dernier, les réseaux en tant que tels sont de moins en moins limités à des frontières géographiques ou territoriales, qui peuvent être les GHT, des subdivisions et GIRSI, mais de manière plus générale, et c'est un peu le sens de cet avant-dernier slide, on a vu que, en premier lieu, le système d'information recherche clinique à l'intérieur des acteurs, et notamment des établissements de soins, on souhaite qu'il soit intégré, donc que l'ICRF, l'ITMS, CTMS et les autres briques qui vont adresser des pathologies particulières comme la thérapie génique, comme la radiothérapie, etc., qui sont encore sur d'autres applications, tout ça soit intégré. Donc on y travaille. Que le SI recherche clinique soit collaboratif, c'est-à-dire que, et là aussi on y travaille fortement, c'est un de nos grands axes, et l'idée c'est d'avoir en fait des facilités d'interopérabilité pour s'échanger, on en parlait tout à l'heure, des grilles de surcoût, mais aussi des inclusions, des résultats d'études, d'inclure plus facilement les patients, que tout ça remonte auprès des promoteurs pour qu'ils aient une visibilité sur ce qui se passe sur le terrain, tout en respectant évidemment les règles de confidentialité de données. Enfin, le SI recherche clinique ne peut plus être vu comme isolé dans l'établissement ou auprès des industriels, mais il doit être connecté. Donc les GHT vont faciliter ça, mais il faut aussi qu'il soit connecté aux autres briques et aux autres socles, notamment pour réconcilier les identifications patients. L'idéal serait d'avoir, c'est l'avant-dernier pavé, un site de recherche clinique unifié et qui sont en capacité d'alimenter de manière assez uniforme et standardiser le S-Data Hub et de pouvoir faire travailler tous les acteurs du soin et tous les producteurs de données ensemble. Alors, au niveau des nouvelles technologies, ça nous permettra également d'articuler sur des volumes de données beaucoup plus vastes, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, en fait, pour avoir vraiment
de la donnée, plutôt exploiter les nouvelles techno, big data, IA, et déboucher sur de la médecine prédictive. Il nous faut mélanger les parcours patients et les parcours recherche clinique et essayer d'avoir une vision un peu plus uniforme sur ce qui se passe sur le territoire. Voilà. Je laisserai la conclusion à quelqu'un qui a influencé notre réflexion, il faut quand même le dire, qui est le professeur Magnan, qui publiait un texte il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai malheureusement pas repris la date. Et je vous citerai la conclusion, enfin un des éléments clés que j'ai mis en gras, c'est que le maillage territorial des soins, notamment au travers des groupements hospitaliers de territoire, et en allant jusqu'au cabinet médical, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un cabinet médical, fort d'un certain nombre de systèmes connectés, ne pratique pas l'inclusion d'un patient. C'est un peu le doux rêve, mais pourquoi pas. Favorisera le parcours recherche du patient en lui proposant dès sa prise en charge en proximité, une participation à la recherche clinique. Donc on revient au même sujet, j'adresse tout le monde sur le territoire, c'est-à-dire que beaucoup plus de patients sont éligibles à potentiellement à inclusion dans des programmes de recherche et donc potentiellement des traitements innovants. Et de ce fait, j'augmente aussi la taille de mes cohortes et la taille de mes études et la France redevient compétitive par rapport à ce que tu mentionnais. Et un point qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a énormément de typologies de recherche clinique. Donc il y a ce qu'on connaît, enfin tous, c'est la recherche sur les médicaments, mais en fait il y a énormément de recherches sur les dispositifs médicaux, mais il y a aussi énormément de recherches sur les protocoles de soins, en fait, c'est-à-dire ce sont des recherches interventionnelles, mais sans forcément qu'il y ait le test d'un nouveau médicament, d'un nouveau dispositif médical. Et donc, le fait de pouvoir tracer le parcours de soins du patient permet aussi de développer potentiellement de nouvelles études en soins courants. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est plus difficile de recruter des patients. Il y a un autre point, puisqu'on parle d'informatique. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à un système d'information de la recherche clinique, en fait, qui intègre les parties de gestion de toute la procédure pour le promoteur, hein, parce qu'il faut savoir que quand vous voulez lancer une étude clinique, ce n'est pas une mince affaire, puisqu'en fait, il faut, suivant le type d'étude clinique, ce n'est pas les mêmes contraintes, mais il faut, dans le cas le pire, il y a une démarche au niveau européen, au niveau de l'ANSM, qui doit donner son accord, il faut contacter un CPP, un comité de protection des patients, mais vous ne le contactez pas, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire sur un portail et il y a tirage au sort. Et le problème, suite à la loi dont j'ai parlé, la loi Jardé de 2012, dont les décrets sont sortis il y a 2 ans, et qui a créé un problème majeur, c'est parce qu'en fait, donc les CPP, il y en a sur tout le territoire, mais ils sont plus ou moins compétents sur tel ou tel sujet. Et le fait que le législateur ait mis un tirage au sort fait que parfois on arrivait pour une étude clinique à être approuvé par un CPP qui n'avait pas forcément toute la compétence. Ça, c'est en train de changer, parce que du coup, il y a eu prise de conscience. Donc, ce qu'il faut, voilà, ça c'est un point important, de la complexité, et donc il faut pouvoir urbaniser un certain nombre de couches, et notamment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau interopérabilité, les études cliniques n'étaient pas du tout gérées par l'ASIP, le cas d'Interop, c'était par une association qui a quelque chose qui s'appelle CDISC, qui est géré par des laboratoires et différents acteurs, mais qui du coup n'était pas du tout vu de l'ASIP Santé. En fait. Aujourd'hui, ça évolue un peu, puisqu'en fait, vous savez peut-être qu'il y a une norme qui s'appelle HL7, qui est enfin une norme internationale, et qui se décline maintenant. Il y avait une ancienne version V2, après V3, maintenant c'est FHIR, en fait, HL7 FHIR, qui s'appuie sur des API REST, et là, globalement fondée sur des ressources. Et donc aujourd'hui, il y a des travaux pour essayer de faire converger CDISC et HL7 FHIR. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est le prélude à un début de quelque chose d'opérationnel en termes d'interopérabilité, et qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, le monde des SIH, le monde des logiciels de gestion de cabinet, tout ça, travaille dans le cadre d'Interop qui s'appuie sur HL7 et dans les nouvelles versions sur FHIR. Donc là, ça permet pour nous d'espérer une convergence. Alors tout ça à espérer parce que ça ne va pas se faire tout seul. Mais donc, toute la vision qu'on décline a une déclinaison au niveau informatique, puisqu'effectivement, il faut pouvoir mettre tout ça en œuvre réellement, et donc qu'il y ait quelque part une convergence de tous ces systèmes d'information de recherche clinique en termes de normes et de cadres d'interop. Merci. Voilà, c'était la fin de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Mm-hmm.